Donc, conclusion de la mission Flash sur le retour d'expérience de l'été 2022. On va le faire immédiatement. Et j'appelle, si vous voulez bien, Andrea Caril, président de la commission SDIS de département de France, le président du département de Saône-et-Loire et co-président de la mission Flash, de venir nous rejoindre, si vous voulez bien. Et Grégory Allion, le contrôleur général Grégory Allion, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français et le chef du SDIS du département des Bouches-du-Rhône, monsieur le contrôleur général, si vous voulez bien. Et Christophe Guillotot, vice-président du département de France, président du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires et président du département du Rhône. S'il vous plaît. Merci infiniment de nous rejoindre, je vous en prie. Comme ça, on aura les pompiers professionnels et les pompiers volontaires représentés à cette table ronde, à ce moment un petit peu particulier, puisqu'il s'agit pour vous deux de rendre compte. Alors, vous souhaitiez, c'est un peu plus qu'une table ronde, parce qu'il était essentiel que ce rapport soit remis. Vous l'avez remis en bureau, officiellement, certes, mais vous vouliez que devant vos collègues ici aux Assises, et le président Sauvadet aussi, cette mission Flash. Peut-être, Andrea Caril, vous pouvez nous rappeler la genèse de cette démarche voulue par le président Sauvadet au départ. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, Madame la Ministre, chers collègues. Oui, effectivement, cette proposition, elle est issue tout simplement de cet été un peu particulier, j'ai envie de dire. On le constate tout, le changement climatique est bien présent. Ce qui existait, ce qu'on a pu constater cet été, ce qui existait dans certains secteurs, dans certains départements, aujourd'hui se propage évidemment dans d'autres départements qui naturellement n'étaient pas touchés par ce genre de situation. Et donc le président Sauvadet, sur un délai très court, très contraint, nous a proposé à Jean Glaise et moi-même de mener une mission flash sur cette situation. Alors, quelle a été notre façon de travailler tous les deux? C'est tout simplement d'avoir un regard très pragmatique de tout ce qui a très bien fonctionné, parce qu'il y a plein de choses qui ont très très bien fonctionné. Et puis, évidemment, d'apporter un regard sur les améliorations apportées, notamment sur, en effet, la formation, l'équipement, les moyens, bien sûr les moyens aériens, mais les moyens matériels, les moyens financiers. Donc on a pris un regard... Et comment vous avez travaillé? C'est-à-dire vous êtes allé sur le terrain? Alors, voilà. Effectivement, dans un premier temps, on a été sur le terrain, notamment dans le Jura, évidemment en Gironde, mais aussi on a auditionné bon nombre de personnes, y compris les territoires un peu plus éloignés, tout simplement. On a eu notamment l'île de la Réunion, enfin en général l'ensemble des îles, et puis bien sûr bon nombre de regards, enfin de contributions écrites sont intervenues de beaucoup de départements. Plus de 14 départements ont souhaité participer par une contribution écrite, puisque évidemment sur un délai aussi contraint, nous ne pouvions pas voir évidemment tout le monde, et c'est pour ça que hier le bureau a décidé de prolonger cette mission. Puisque là on s'est concentré essentiellement sur les incendies, mais comme c'était évoqué tout à l'heure, il y a d'autres risques. Et je pense qu'en effet, on aura plus de temps pour avoir des auditions encore plus poussées et on va dire sur un territoire plus large. Mais alors, les contributions écrites des départements, elles ont fonctionné selon votre modalité, c'est-à-dire à la fois on identifie ce qui a fonctionné, mais aussi les difficultés et ce sur quoi il faut bosser maintenant? Exactement. Et puis justement, on a pu, et d'ailleurs c'est inscrit comme ça dans le rapport, mais on a pu en effet bénéficier des expériences de certains territoires. Certains territoires, depuis des années, c'était cité tout à l'heure, depuis des années en effet, mettent en place des dispositifs de prévention, de formation, y compris la formation au niveau de la population. Tout à l'heure, on évoquait les incendies dans le Jura. Vous avez des touristes qui viennent au ras des flammes, filmer ou prendre des photos. Donc il y a toute une éducation. Et effectivement, on s'est nourri finalement par ces contributions de l'expérience terrain depuis de nombreuses années de certains territoires, et puis aussi les nouveaux territoires qui ont contribué dans cette mission et qui nous ont apporté des éléments sur lesquels il faudra en effet qu'on se mette tous autour de la table pour travailler ces éléments-là. Madame la ministre a cité tout à l'heure en effet le fait de faire de la formation auprès de nos enfants, des collégiens, des lycéens, c'est important. C'est important. Et certains départements commencent à le faire, y compris chez moi. Mais on a fait des constats. On ne peut pas
comment dire, on a des départements, comme le mien par exemple, où nous n'avions historiquement jamais connu de gros feux de forêt. On a 200 000 hectares. Et pourtant, il y a du forêt, bois. Il y a du bois, c'est du feuillu. Ouais. Mais le climat a fait que cette situation aussi a changé. On a eu 3 années de sécheresse de suite, une année un peu plus humide l'année dernière et à nouveau une année très sèche. La forêt souffre, elle change et on a connu cette année, bien sûr, d'une manière bien plus limitée que dans d'autres départements, un premier gros feu de forêt. Ouais. Donc c'est important. Depuis, on a formé 500 pompiers, on n'en avait pas en Saône-et-Loire, 500 pompiers formés au feu de forêt, avec des investissements et une programmation d'investissement sur des moyens matériels lourds, spécial feu de forêt. Alors dans un premier temps, ça nous permet évidemment de venir en solidarité des autres départements, mais aussi, on le sait très bien que dans quelques années, peut-être l'année prochaine ou dans des années plus éloignées, eh bien, on aura aussi sur place à traiter ce genre de feu de forêt. Alors, le travail de la mission Flash, il est essentiel, mais c'est un outil, enfin, il est conçu comme un outil aussi pour le gouvernement, pour que ce soit une enquête. Alors, je dis 2 coprésidents, je voulais rajouter un mot sur Juste ça un mot, vous fait réagir, président Akkari. C'est un outil, en effet, ça permet en effet, de par les expériences des uns et des autres, quelquefois d'apporter des solutions simples sur le territoire. On parle beaucoup d'argent, mais il n'y a pas que ça. Sur l'organisation, sur la formation, sur la préparation et de l'aménagement de terrain. Tout simplement. En fait, notre regard, il est vraiment parti, et c'est bien que ce soit les départements, finalement on prend une part extrêmement importante dans le financement des SDIS. Bah oui. Donc c'était bien aussi qu'on puisse apporter finalement eh bien, notre pierre à l'édifice. Et c'est un regard, je vous dis, très terrain, très pragmatique, avec quelques solutions très simple à mettre en place. Il n'y avait pas de discussion de légitimité sur le fait de faire cette mission Flash, en effet. Alors, je dis 2 coprésidents. Je ne cherche pas, pardon, à vous... oui, ou 2 rapporteurs, co-rapporteurs aussi, si vous voulez, 2 co-rapporteurs, président Glaise, vous êtes président du groupe de gauche au sein du département de France. Là, il n'y a plus d'étiquette politique face au feu. Alors, Nous sommes devenus très bons copains avec André. Alors, que nous dit sur ce que vous avez recueilli, en complément de ce que dit le président Akkari, le président Glaise? Alors, si on entre un petit peu plus dans le rapport, d'abord dire que nous l'avons abordé avec beaucoup d'humilité, parce que pour avoir assisté au feu de Gironde de très près, je peux vous garantir que ça vous apprend très vite l'humilité. Nous avons essayé à la fois de tirer des enseignements en termes de généralité et parfois des enseignements plus spécifiques en fonction de la typicité des massifs. Et puis l'idée, André l'a dit, c'était de balayer l'ensemble de la chaîne de valeur de la question des feux de forêt, puisque c'était vraiment la commande et qu'effectivement, il faudra sans doute la compléter sur d'autres risques, et le tout à l'aune, bien sûr, des changements climatiques. Pour aborder très rapidement, parce que le rapport est relativement conséquent, premier sujet, celui du commandement. Ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure dans la précédente table ronde. Les incendies n'ont pas de limite administrative. Il faut donc s'organiser pour faire en sorte que la continuité du commandement soit assurée et qu'elle n'ait pas de défaut de coordination. Dans les incendies de Gironde, le commandement est resté au niveau du directeur du SDIS girondin avec un officier de liaison landais. Mais certaines restitutions dans les auditions nous ont amené à poser la question du dépassement zonal. Et à ce moment-là, comment est-ce que les choses s'organisent au mieux? On a eu aussi une situation d'ailleurs d'évacuation sur notre territoire qui a dépassé l'arrondissement d'un sous-préfet, qui a posé la question de savoir quel sous-préfet devait opérer, en tout cas avec un village qui a estimé ne pas avoir été averti assez tôt. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et il faut garantir aussi, je crois que c'est Martine Vassal qui l'a dit, que le commandement soit vraiment à la main du COS, y compris sur des partenaires comme la Défense des forêts contre l'incendie, je vais y revenir après, parce que par exemple, la DFCI n'est pas prévue dans le plan Orsec au niveau girondin. Donc ça, c'est une aberration et donc il faut améliorer les choses dans ce cadre-là. Nous avons regardé aussi les questions un peu périphériques, mais qui sont importantes, d'évacuation, de logistique et de soutien opérationnel. La question de la logistique, souvent, est prise en compte par les maires, qui sont le premier interlocuteur de terrain, en lien avec leurs équipes et les bénévoles qu'ils trouvent sur le territoire.
Nous avons été amenés, nous, en Gironde, à ouvrir un domaine de loisirs départemental pour accueillir à un certain moment, enfin réaliser 2000 repas matin, midi, soir et nuit avec des tours d'astreinte que nous avons mis en place pour accueillir 2000 donc sapeurs-pompiers, militaires, gendarmes, etc. et les loger. Donc là, on voit bien que la question logistique, elle est fondamentale. Certes, il existe des rations, mais on sent bien que les sapeurs-pompiers ont besoin d'autre chose pour, surtout quand le sinistre dure, ont besoin d'autre chose. Ils ont besoin de sucre lent pour partir au feu. Ils ont besoin de pastèques, de melons et de salades de tomates quand ils reviennent du feu pour un peu plus s'hydrater. Donc on est sur des choses qui semblent être du détail, mais qui ont été fondamentales dans l'organisation d'ampleur que nous avons connue. La mixité des moyens, elle a été aussi relevée à plusieurs reprises. Je vais revenir sur les moyens aériens, mais aussi sur les moyens terrestres. Il faut imaginer cette diversité des moyens. Et d'ailleurs, je voudrais que nous saluions avec André l'Association nationale des directeurs de SDIS qui a opéré à nos côtés, qui pourrait être là à cet instant et qui nous a beaucoup apporté aussi dans notre réflexion sur ces sujets-là. Venons-en aux moyens aériens. La doctrine feu naissant est une doctrine qui, partout, nous a été indiquée comme étant la bonne doctrine, intervenir le plus vite possible. Mais cela veut dire effectivement de pouvoir disposer des moyens nécessaires au bon moment en fonction de la nature du risque tel qu'il a été prévu. Ce qui a été relevé, c'est que cette doctrine est antinomique d'un système centralisé, qu'il faut impérativement qu'il y ait une prise en compte locale de l'avis local, y compris sur la qualification du risque, pour garantir que les moyens puissent être déployés au moment où ils sont nécessaires. Attention à porter pour l'ensemble des départements et des PCASDI sur les SDACR. Ce sont des documents fondamentaux importants qui ont besoin d'être parfois actualisés. Normalement, ils doivent l'être régulièrement. Mais comme on voit l'évolution du risque, il faut absolument prévoir d'engager, bien entendu, la révision de ces SDACR régulièrement. Sur les moyens aériens, alors, le propos de Cléber Mesquida tout à l'heure est intéressant. La question s'est posée de savoir est-ce que les moyens aériens relèvent de la sécurité civile nationale et les moyens terrestres relèvent des SDIS. A priori, ça semblerait être la logique, mais on voit bien que certains départements se dotent de leurs propres moyens aériens par défaut. Donc, ce sujet a été relevé à plusieurs reprises. Il ne faudrait pas non plus, ça a été dit par un certain nombre de présidents de département, que cette location qui se généraliserait et qui crée une inégalité entre les départements, que cette location viendrait faire porter la charge sur les départements, en tout cas ceux qui le peuvent, au détriment de ceux qui ne le peuvent pas. Et donc là, il y a plutôt une demande, Madame la Ministre, pour que le déploiement des moyens aériens soit garanti en quantité et en prépositionnement en cas de besoin, et notamment en période de risque sévère, de manière à faire en sorte que nous puissions répondre véritablement à l'ensemble des besoins du territoire, voire même au-delà, puisque nous savons que la question des moyens aériens est aussi un sujet qui est proprement européen. Là, il y a une question de moyens, il y a une question d'homogénéité de la doctrine, au fond, et il y a une question de risque de concurrence, ou en tout cas de déséquilibre. Oui, alors... Elle est très nette. Certains départements ne sont absolument pas capables, c'est pas par la volonté, ils ne peuvent pas être en capacité de louer des moyens aériens. Donc on provoquerait vraiment une véritable injustice. Aujourd'hui, voilà, le feu de forêt peut être présent partout sur le territoire, c'est évident. Alors je vous ai interrompu, mais... Non, mais c'est important parce que ce que vous évoquez, c'est la question des arbitrages nationaux. Et qu'à un certain moment se pose la question de l'arbitrage, où faut-il envoyer les avions? Nous les avons, nous, à de multiples reprises, détournés de nos feux girondins pour éteindre à feu naissant, alors des feux girondins, les feux hors normes, soit pour éteindre à feu naissant des feux qui étaient eux-mêmes déclarés en Gironde, soit des feux dans les Landes, en Charente ou en Dordogne, et y compris d'ailleurs dans d'autres secteurs, je crois qu'ils sont allés jusqu'en Bretagne. Donc, bien évidemment, la question de l'arbitrage se pose à ce moment-là, et donc si la doctrine feu naissant s'impose, ça veut dire qu'ils doivent impérativement se déplacer, et pour autant, ça veut dire qu'ils abandonnent à ce moment-là le feu qu'ils sont en train de traiter. Donc là, on a un vrai sujet de sécurité civile nationale avec cette demande de prépositionnement. Sur les moyens terrestres, les moyens des SDIS, la formation, je n'y reviens pas, elle a été longuement évoquée tout à l'heure, elle est essentielle sur la formation feu de forêt pour garantir que toutes et tous, dans tous les secteurs qui peuvent être soumis à ce risque, puissent avoir une formation adaptée. Sur les sapeurs-pompiers volontaires, nous avons plusieurs sujets. Celui bien sûr du recrutement, celui de la durée d'engagement, parce qu'aujourd'hui, la société ne fonctionne pas comme on l'a connu il y a quelques décennies, où des gens s'engageaient comme sapeurs-pompiers volontaires, étaient corvéables à merci dès que la sirène sonnait, parce que ça se passait comme ça, et gardaient leur engagement pendant plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui, la durée d'engagement varie, et
souvent en fonction de l'âge aussi. La question de la disponibilité est un vrai sujet. Et puis, évidemment, l'investissement, l'intéressement des employeurs, parce qu'il faut que les employeurs aussi soient d'accord pour libérer les forces des volontaires. Et je rajoute juste un mot aussi. On peut mobiliser facilement des pompiers volontaires, on peut mobiliser facilement des employeurs pour libérer les volontaires si ce sont des missions, j'ai envie de dire, des vraies missions de pompiers, c'est-à-dire incendie et accident. Ouais. Là, on n'a pas de problème de mobilisation. Aucunement de problème. Mais on aura des problèmes de mobilisation de pompiers si c'est du transport d'un établissement. Alors, exactement. Ambulancier, quoi. Ouais. Bien compris. Alors, sur les moyens, ce qui a été relevé aussi, c'est la nécessité de la mixité des moyens. Ça a été dit tout à l'heure sur les moyens aériens, la diversité de ces moyens-là qui peut se compléter sur les interventions aériennes. La question des moyens terrestres aussi a été évoquée, puisqu'un petit camion, un petit CCF 3000 peut facilement aller au contact du feu, et les gros CCF 13000 que nous ont, merci contrôleur général à Lyon, que nous ont prêté les Bouches-du-Rhône, ont permis de tenir des zones d'appui avec une certaine capacité en matière d'eau. Donc ils sont absolument essentiels, et il faut vraiment travailler à cette mixité, non pas à une forme d'uniformisation des moyens qui sont développés, et travailler aussi sur l'innovation technique. La télésurveillance, les caméras, ça a été évoqué tout à l'heure par Florence Dabin. On peut parler aussi des drones, et notamment les militaires qui nous ont prêté des drones qui, en nocturne, permettent de repérer les démarrages de feu ou les reprises de feu. Et donc ces drones-là ont été absolument essentiels. Il faut donc évidemment œuvrer sur l'innovation technologique pour garantir les meilleurs moyens possibles. Moyens aériens, moyens terrestres, avec une répartition qu'on peut imaginer entre le national et le local, et donc évidemment moyens financiers. Je vais revenir sur le sujet de la TSCA, très bien résumé par Kléber Mesquida tout à l'heure. Et donc, Madame la ministre, évidemment, vous interpellez sur ce sujet. Évidemment, vous interpellez sur ce sujet. Nous avons la valeur du sauvé, nous l'avons beaucoup travaillé, cette question-là, ensemble avec André. La valeur du sauvé nous semble un élément fondamental qui justifie une attribution supplémentaire, quelle que soit la nature de la manière d'aller chercher les crédits correspondants. Mais en tout cas, il faut impérativement que nos SDIS soient dotés, via nos départements, d'une TSCA qui soit d'un montant plus élevé, parce que nous contribuons largement à réduire le risque assurantiel et donc la prise en charge assurantielle. Pour nous, l'Hérault était clair. Absolument, et nous allons vraiment dans ce sens-là, et c'est ce qui revient des auditions. Deuxième sujet, relancer une dotation qui s'appelait la dotation aux investissements structurants des SDIS, qui aujourd'hui n'est quasiment plus déployée, à part, je crois, sur Mayotte et sur le projet Nexis. En revanche, nos départements pourraient bénéficier d'une aide aux investissements. Et ça a été dit aussi par Florence Dabin tout à l'heure, chaque fois que nous investissons, et c'est en plus encore là aussi un facteur d'inégalité, nous devrions pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'appuis d'investissement de l'État. Donc nous demandons, c'est le retour aussi de l'audition, la relance de cette D6. Et puis peut-être plafonner les dépenses qui sont directement imputables aux SDIS lors d'un incendie majeur. Pour être clair avec vous, les incendies girondins vont probablement coûter 15 millions d'euros à la Gironde. Donc à certains moments, si vous voulez, les choses commencent à devenir difficilement supportables en termes de prise en charge. Et donc il nous semble à ce titre qu'il faudrait aussi imaginer une solution de cette nature. Je passe à la prévention qui a été beaucoup évoquée tout à l'heure. Prévention, acculturation, sensibilisation, éducation. Évidemment des jeunes, mais aussi de nouvelles populations qui viennent habiter dans nos territoires et qui sont assez peu acculturées au risque incendie et à l'inflammabilité de la forêt. Les touristes également, et l'exemple par exemple des vigies volontaires à La Réunion est un exemple intéressant qui implique les touristes, y compris, alors bien sûr dans le fait de ne pas déclencher d'incendie, mais aussi dans le fait d'être observateur de ce qu'ils voient autour d'eux pour faire en sorte de pouvoir ensuite servir de réseau d'alerte. Nous avons aussi travaillé sur les compléments. Vous évoquiez tout à l'heure, monsieur, l'aménagement de la forêt, les pistes forestières, les pare-feux. De vraies questions se posent aujourd'hui. Alors la forêt des Landes de Gascogne, en l'occurrence, a 44 000 km de pistes forestières. Donc ça paraît énorme comme ça, et pour autant, ça ne suffit pas toujours.
Alors l'entretien, normalement, je vais y revenir, est assuré par la DFCI, la Défense des forêts contre l'incendie, mais il faut néanmoins sans doute améliorer encore cette desserte et réfléchir véritablement au pare-feu, la manière dont ils doivent se croiser, mailler le territoire, ainsi que la question de leur largeur, sachant qu'un pare-feu n'est pas une rentabilité pour le propriétaire forestier. Il y a un débat qui a émergé, en tout cas que j'ai vu surgir dans les relations avec les différents présidents en préparant, c'est aussi le débat sur l'idée qu'un entretien trop poussé, enfin vous avez eu le débat en Gironde sur est-ce qu'il fallait dans certains massifs ou non creuser ces pistes par feu. Là il y a un débat idéologique par rapport à certaines suggestions écologiques. Est-ce que vous l'avez traité dans la mission Flash elle-même? Alors, juste pour revenir sur la Gironde, il y a quand même deux natures de forêts très différentes. La forêt de la Teste est une forêt très très particulière, complètement atypique du massif, avec des droits usagers qui datent du Moyen-Âge, donc quelque chose de très spécifique, et une forêt donc, qui était une sorte de petite Amazonie girondine. Donc là, clairement, dès que le feu a pris, tu as vu très vite au niveau des... Le président Pernaut nous disait, pompiers. on se pose, nous, on réfléchit à la question de savoir si dans le Jura, où ce n'est pas forcément une tradition, il ne va pas falloir tout de même creuser ces pare-feux et ces pistes d'accès. Mais le problème du Jura se pose dans bon nombre de départements, où il va falloir vraiment travailler cet aménagement, puisqu'aujourd'hui, rien n'est prêt. Nous n'avons pas... aujourd'hui, dans certains massifs forestiers, il y aurait des incendies. Les pompiers ne pourraient pas pénétrer. C'est très clair, parce que personne n'a vraiment travaillé cette solution. Et certains s'y opposent, c'est ça que je voulais dire. En plus, les gens s'y opposent. Mais on peut le comprendre aussi. Un département qui n'a jamais été touché par des feux de forêt, c'est sans doute aussi une sensibilisation que voilà, les personnes sur place n'ont pas parce qu'on a encore des témoignages de gens qui vont nous dire cette forêt ne brûlera jamais parce qu'elle n'a jamais brûlé. C'est ça, laissez-la tranquille. Oui, sauf qu'aujourd'hui, et moi j'aurais pu penser à ça, notamment dans mon département Saône-et-Loire, parce que c'est des chênes essentiellement, mais aujourd'hui j'ai changé d'avis, parce qu'il faut s'y préparer. Cette forêt peut aussi brûler. Alors, Président Glaise, je vous laisse conclure sur votre rapport. J'ai quasiment terminé. Juste évoquer les obligations légales de débroussaillement, ce qu'on appelle les OLD. Donc là, il y a aussi un sujet qui est plutôt législatif à traiter. C'est qu'aujourd'hui, le nettoyage, le débroussaillage des forêts autour des maisons revient au propriétaire de la maison, même s'il n'est pas propriétaire de la forêt. C'est assez compliqué, surtout s'il ne s'entend pas avec le propriétaire voisin. Et en plus, comme financièrement, c'est lui qui doit débourser, ça n'est jamais facile. Et donc, des sénateurs nous ont évoqué l'idée peut-être qu'il y ait un périmètre légal qui soit défini, avec obligation pour chacun des propriétaires dans ce périmètre de réaliser le débroussaillement. C'est une idée, en tout cas, nous la proposons dans ce cadre-là. Je terminerai juste sur les partenaires que sont la DFCI, donc par exemple, l'ONF à d'autres endroits, ou l'absence de partenaires ailleurs, ou plutôt des partenaires spontanés. On a évoqué tout à l'heure les agriculteurs dans le Jura, qui pose la question de la coordination, mais on a aussi les chasseurs, les forestiers, les sylviculteurs. Bref, cette réflexion-là, il faut l'anticiper suffisamment pour qu'elle soit bien prête au moment où la crise se produit. Et dernier point, pour vous, Madame la Ministre, à votre attention, sur les pactes capacitaires, c'est très gentil, ne vous inquiétez pas, les présidents de département adhèrent à l'approche zonale de la gestion des sinistres. Par contre, ce que nous aimerions, nous, c'est qu'il y ait une instance dédiée, un lieu de dialogue avec la présence des présidents de département pour travailler sur ces questions-là, imaginer une nouvelle déclinaison de la politique publique de sécurité civile, mais que ce soit fait, enfin, avec les départements qui soient pleinement acteurs dans cette affaire. Voilà pour essayer de faire un résumé très rapide de l'ensemble de ce rapport. Alors, juste une question avant que vous répondiez. Je vais me tourner vers le contrôleur général à Lyon et le président Guillotot pour avoir leur sentiment, ce que leur inspire ce rapport. Mais tout de même, comment vous le recevez? Cette autosaisine, au fond, de département de France, des présidents de SDIS, certes, qui sont les financeurs, mais la dimension disciplinaire et opérationnelle, la doctrine, c'est la sécurité civile, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est l'État. Donc comment vous avez reçu cette autosaisine? Écoutez, moi je voudrais saluer vraiment cette autosaisine. Je voudrais remercier les deux présidents, Akkari et Glaise, d'avoir pris le temps, d'avoir eu l'initiative de lancer cette étude, parce que je crois que ce rapport va être une contribution très précieuse
pour nous, État, je vais dire, pour conduire la prévention, conduire un certain nombre de réponses vis-à-vis des feux de forêt et pour améliorer aussi notre capacité collective en l'adaptant aux nouveaux enjeux climatiques. Moi, je voudrais souligner la qualité du travail. Je vous ai vu tourner des feuilles nombreuses d'un document. J'espère que vous nous le transmettrez, bien évidemment, mais je vois la qualité du travail qui a été accompli, le temps que vous y avez passé. Et ils ont fait en 3 mois ce que certains inspecteurs auraient fait en 2 ans. Non, en 3 semaines, ils ont fait. Bon, un mois et demi, pardon, un mois et demi. En tout cas, cela ouvre la voie à des échanges durables. Je rappellerai d'ailleurs que la loi Matras a prévu la remise d'un rapport au Parlement à la fin de l'année et nous avons convenu avec le président Sauvadet d'une clause de revoyure à l'issue de la publication de ce rapport pour faire évoluer les modes de financement et les adapter aux enjeux d'aujourd'hui. Je rappellerai que les modes de répartition ont 20 ans et que sans doute il faut se poser la question en raison, je dirais, de l'évolution de nos territoires et les nouveaux enjeux de la sécurité civile. En conclusion, je dirais quelques mots sur ce qui se discute au Sénat en ce moment avec la loi LOPMI, qui pourrait apporter un certain nombre de réponses, en tout cas dans le domaine financier. Alors, je vous repasserai la parole, Madame la Ministre, en effet, pour répondre à certaines des suggestions ou des demandes qui sont exprimées à l'instant par le président Glaise et le président Acari, mais je me tourne vers vous, messieurs. Alors, on va parler des pompiers volontaires, mais je vais commencer par vous, monsieur le contrôleur général. Qu'est-ce que vous inspire ce rapport? Évidemment, vous avez travaillé avec les présidents, vous avez suivi ce travail, parce que vous y avez été sensible immédiatement, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, ces résultats, et ce que vient de dire le président Glaise, vous inspirent? Cet après-midi, il y a plusieurs choses. Déjà, pendant qu'il y avait les feux de forêt, les sapeurs-pompiers répondaient aussi aux urgences de nos concitoyens. Et la première table ronde n'évoquait pas les sapeurs-pompiers. Pourtant, ce sont ceux qui compensent les déserts sanitaires. Sur les déserts médicaux. J'appelle ça les déserts sanitaires, sciemment. Les déserts sanitaires sont comblés par les sapeurs-pompiers. Les départements de France agissent déjà là. Donc, comme tout à l'heure, le président Glaise a remercié les sapeurs-pompiers, moi, je tiens à remercier aussi les départements de France pour l'action de soutien à l'ensemble des SDIS. Parce que si aujourd'hui, on peut avoir des services performants, c'est la départementalisation, la loi de 1996 qui a permis d'arriver à ce niveau de technicité et d'avoir ce modèle de sécurité civile finalement qui mêle les pompiers volontaires, les pompiers professionnels avec une doctrine et une conduite par l'État, finalement à des résultats qui sont assez satisfaisants. Pour reprendre quelque chose par rapport à ce qui nous est remis, la Fédération nationale a produit aussi son retour d'expérience dont vous bénéficiez et dont l'État bénéficie, sur lequel on a fait des propositions, mais on se réunit tous finalement. Et moi, ce que je souhaite, c'est que tout à l'heure, vous évoquiez le fait qu'il n'y avait pas de gauche ni de droite sur ces questions de feu et de sécurité civile. Moi, ce que je souhaite, c'est que dorénavant, Madame la Ministre, il n'y ait plus un État central qui soit opposé aux collectivités territoriales sur ces questions de sécurité civile. Parce que nous, les sapeurs-pompiers, on est régulièrement pris en otage lorsque l'on demande des moyens en disant « mais vous savez, ce sont les collectivités ». Et de l'autre « mais vous savez, ce sont les moyens d'État ». Donc, je suis satisfait, nous sommes satisfaits, sapeurs-pompiers de France, de voir l'ensemble des acteurs de la protection civile réunis autour de cette table et prenant ces sujets à bras-le-corps. Tout à l'heure, la présidente Vassal a évoqué un sujet et parlé de ce qui se faisait avec le président Mesquida, de ce qui se faisait dans le Sud. En fait, dans le Sud, avec beaucoup d'humilité, il se fait ce que le fléau imposait de faire. Et en fait, dans le Sud, on ne fait que respecter la doctrine nationale. Et aujourd'hui, nous avons un enjeu, c'est de développer cette stratégie nationale, cette doctrine nationale qui est signée par le ministre de l'Intérieur sur l'ensemble du territoire. Et il va bien falloir tous ensemble se mettre à doter de moyens, parce que j'écoutais et j'ai discuté avec le président du Jura. La structuration du budget du Jura, que ce soit du département ou du SDIS, n'est pas faite pour affronter ce fléau qu'est l'incendie de forêt. 350 000 € de plus de vacations des volontaires cet été. Tout à fait. Ce qui, pour son budget, est considérable. Totalement. Donc, ce qui veut dire que derrière, il va falloir doter le département du Jura, mais par des leviers, quels qu'ils soient, pour permettre justement d'accroître la formation des personnels, d'avoir plus de personnel, d'avoir des camions-citernes pour répondre aux enjeux du feu de forêt, mais aux enjeux, vous l'avez évoqué, et vous continuez la mission sur le sujet de l'inondation, d'avoir ce camion qui permet de lutter contre les effets du dérèglement climatique. Les moyens aériens, alors une répartition à voir, ça c'est un sujet qui concernera les responsables en charge, mais il va falloir effectivement aborder ce problème en dotant de moyens supplémentaires la sécurité civile. Et tout à l'heure, la présidente Vassal évoquait, et vous l'évoquez ensemble, on a quelque chose à faire. Alors,
dans la salle, un certain nombre savent qu'à partir du 1er janvier, je n'aurai plus la charge et la responsabilité de commander le corps départemental et sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Et je vous en remercie, vous me confiez une destinée. Moi, j'en appelle finalement à innover et à avoir un creuset de sécurité civile. On a un pôle d'excellence à Nîmes. On a une école nationale à l'ENSOS, à Aix-en-Provence. On a Valabre, où vous avez vu avec des élus, depuis 1962, ils ont réussi à mettre l'ensemble des collectivités autour de la table. On a besoin d'un campus de la sécurité civile avec une vraie doctrine nationale qui se déploie sur l'ensemble des territoires. L'échelle départementale est la bonne échelle. Il suffit dorénavant de partager tout cela et de le développer, de le déployer. Alors, dans ce campus, les volontaires, évidemment, auraient toute leur place. Parce qu'aujourd'hui, les volontaires, c'était finalement, je dis c'était, je le mets au passé, mais c'était une belle histoire, mais c'est une histoire fragile aujourd'hui, parce que c'est plus compliqué, malgré l'enthousiasme du président Akkari, tout de même de mobiliser nouvelle génération, employeurs pour qu'ils acceptent, et que les gens, naturellement, partent et puis se forment en plus. En France, il y a une sortie de pompiers toutes les 2 secondes. Vous imaginez le nombre de sorties qu'il y a eu depuis qu'on parle. 90% de ces sorties sont faites par des sapeurs-pompiers volontaires. Les sapeurs-pompiers volontaires, en France, il y en a 197 000. L'objectif, c'est qu'il y en ait 250 000. 190, 250. Oui, c'est l'objectif sur 2027. Répartition homme-femme, bien sûr. Quand j'étais jeune député, je remettais des décorations pour les sapeurs-pompiers de 40, 40 et quelques années, 35 ans. Ça n'existe plus, quasiment plus. Aujourd'hui, l'engagement moyen, c'est 12 ans pour les hommes et 8 ans pour les femmes. Ça montre qu'il y a un taux d'usure, il y a un taux, je dirais, de sortie. Ça a été dit par mes 2 collègues tout à l'heure, le taux de sortie, il est dû. Parce que d'abord, on demande aux sapeurs-pompiers de faire des choses pour lesquelles ils n'ont pas signé d'engagement. C'est la guerre, ce qu'on appelle des blancs et des rouges. Je veux dire, c'est ce que certains appellent les vacations des ambulances, les carences ambulancières qu'ils ne surveillent. Moi, je pense que l'État, là-dessus, devrait être beaucoup plus ferme avec ces ambulanciers qui ne veulent pas faire leur travail. Et ce n'est pas aux sapeurs-pompiers de faire leur travail. Ça, c'est vrai. Donc on demande aux sapeurs-pompiers de faire le travail des autres. C'est pourquoi l'État leur a donné un agrément entre nous. Donc je pense que là-dessus, l'ARS pourrait regarder ceux qui ne font pas leur travail. Parce que être ambulancier, ce n'est pas du lundi au vendredi, c'est aussi samedi, dimanche, compris et fête comprises, et en zone rurale. Parce que quand on fait sortir une ambulance à Lyon, dans le département du Rhône, c'est 4 heures, il faut aller jusqu'à Lyon, sur ce à suivre, il faut revenir. Donc c'est ça la difficulté. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on suscite aussi des vocations chez les jeunes, leur redonner l'envie. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la Ministre, je crois que l'éducation nationale il pourrait y pourvoir. Faire en sorte qu'il y ait des formations, des incitations à ce que peut-être l'envie de servir la nation. Ça peut être pour la police, ça peut être pour la gendarmerie, mais ça peut être aussi, et bien évidemment, pour nos sapeurs-pompiers volontaires. On a créé dans le Rhône ce qu'on appelle les JSP. On voit bien que la formation de JSP, pardonnez-moi, elle est un peu longue, 4 ans. Et quand ils sortent de JSP, c'est le moment où ils sont quasiment étudiants. Et là, ils sortent complètement, ils vont dans les donc études. vous avez presque formé pour rien, enfin... quelque part, en tout cas, oui. ils sont moins opérationnels mais ceux qui sortent, ils sont plus sapeurs-pompiers. Voilà. Donc je veux dire peut-être qu'il faudrait peut-être réduire et faire en sorte de susciter des vocations, peut-être avec l'éducation nationale, et faire en sorte que la vocation de sapeur-pompier, parce qu'on n'est pas sapeur-pompier volontaire pour l'argent. Une sortie, quand on touche 8 €, c'est parce qu'on est sapeur-pompier, parce que c'est l'esprit de famille, c'est l'esprit de défendre son département, sa commune. Voilà. Sur ce qui est eu les feux, par exemple, dans le Rhône, c'est 262 sapeurs-pompiers qui sont partis du Rhône sur 13 sites, et notamment chez toi, 90%. 90% étaient des sapeurs-pompiers. Et on n'aurait pas pu combattre les feux de cet été s'il n'y avait pas eu les sapeurs-pompiers volontaires. Parce qu'on n'avait pas le nombre de professionnels nécessaires en plein mois d'août. Ça, c'était quelque chose qu'il faut renforcer. C'est essayer de recréer cet esprit de vocation qu'on avait il y a 10, 20, 30 ans et d'avoir des jeunes, hommes et femmes, qui deviennent sapeurs-pompiers et qui restent. Quand on rentre dans un corps départemental, parce que quand on s'engage, c'est localement, c'est dans le corps départemental, il faut pouvoir y rester, mais que ces jeunes aient envie d'y rester. Voilà, je crois que c'est une des missions qu'on doit avoir, et peut-être que ce qui s'est passé a suscité, je le vois déjà chez nous, dans le Rhône, on a déjà des demandes d'engagement. On a déjà des demandes. Les images qu'on a eues ont suscité des vocations, mais maintenant, il faut pouvoir les garder et leur dire, votre engagement, il est beau, mais il faut que vous restiez avec nous. Merci, Président Guillotot. Alors, Madame la Ministre, il nous reste 8 minutes. Vous n'allez pas répondre à toutes les propositions. Vous recevez ce rapport de cette mission flash et
c'est le début du dialogue, comme vous l'évoquiez, productif. Maintenant, tout de même, quelques précisions, quelques demandes précises ont été formulées. Qu'est-ce que vous voulez nous dire déjà à ce stade ? Alors d'abord, mon propos n'est pas ce soir d'apporter des réponses, d'abord parce que le rapport arrive sur la table, et deuxièmement parce que ce n'est pas mon rôle aujourd'hui d'apporter les réponses. Nous travaillons d'ailleurs dans le cadre du ministère de l'Intérieur sur une réflexion, nous aussi, générale, et de toute façon, ça sera le président de la République qui donnera ses réponses à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre. J'ai bien compris que de multiples pistes existent, mais il s'agit de les expertiser. Il s'agit aussi de ne rien s'interdire et de définir en concertation le modèle de financement de demain. Ce financement, évidemment, doit permettre de garantir la qualité de nos effectifs en nombre, et en disponibilité, qu'ils soient volontaires ou qu'ils soient professionnels, mais de maintenir aussi un niveau d'investissement à la hauteur de nos besoins. Je voulais vous dire qu'en ce moment se discute le budget consacré par l'État à la sécurité civile. Les propositions qui sont faites dans le cadre de la LOPMI, mais qui est en débat parlementaire, je précise, c'est l'augmentation de 8% des effectifs, c'est-à-dire de proposer 200 équivalents temps plein et 30 millions en investissement dans le pacte capacitaire dont vous avez, je crois, parlé, Monsieur le Président Glaise. Donc, le budget... la proposition de budget, c'est plus 40% pour les 5 années qui viennent. Ça se discute en ce moment au Sénat. Donc voilà, je voulais simplement vous dire que, évidemment, le ministre de l'Intérieur a proposé ces estimations de budget, que nous sommes très conscients des difficultés, nous sommes très conscients aussi des moyens dont ont besoin et les départements et l'État. Et puis nous aussi, par ces propositions, on veut rendre hommage évidemment à l'organisation qui a été mise en place cet été devant l'ampleur de ces feux, rendre hommage aux pompiers volontaires, aux sapeurs-pompiers professionnels et à tout le monde de la sécurité civile. Je crois que c'était cela aussi le but de ma présence ici ce soir, saluer l'engagement des départements, de tous les acteurs de la société, de la sécurité civile dans leurs domaines divers et variés, et vraiment les remercier très chaleureusement au nom du gouvernement. Message entendu. Merci Madame la Ministre. Merci à tous pour ce retour, ce rapport de la mission Flash, pour tous ces éléments. Merci de votre présence sur ce plateau cet après-midi. On va, en vous demandant de bien vouloir rejoindre la salle et en vous libérant, Madame la Ministre, en vous permettant de rentrer en effet.